l'égalité entre tous les citoyens. Et on a comme l'impression que la démocratie formelle que ces États-là incarnent de donner une démocratie substantielle qui serait beaucoup plus inclusive et beaucoup plus durable. Et qu'est-ce que ça implique? C'est une démocratie qui va impliquer une transformation des structures sociales, des structures politiques, mais également des structures économiques qui sont en train de produire ou du moins de reproduire les inégalités qui sont fondées sur le genre et même d'autres inégalités. Ces transformations que nous envisageons, il faudra aussi la poser dans le sens d'une interconnexion dynamique avec les idéaux féministes. Quand on parle d'idéaux féministes, c'est vraiment en rapport avec tout ce qui est renforcement, protection des droits des femmes, concrétisation de réformes juridiques, en tout cas être plus conscient par rapport à des choses qui sont très spécifiques aux femmes. Et ces transformations-là, qu'est-ce que ça pose en termes d'enjeux? Il y a l'enjeu en termes de renforcement de la responsabilité politique, notamment en matière de protection des droits des femmes, d'application des lois et de mise à disposition de ressources financières publiques sur les préoccupations féminines. Il y a aussi un enjeu en termes de travail et d'influence globale, ou ce qu'on pourrait appeler en tout cas un travail qui va amener les femmes à plus peser sur les rapports de force. Parce que le truc, c'est qu'on se rend compte que les femmes accèdent à des espaces politiques, économiques, sociaux, mais qu'elles ont du mal en tout cas à se retrouver ou en tout cas à peser sur les rapports de pouvoir qui existent. Il y a aussi un enjeu qui est lié au fait de renforcer les dynamiques, les mécanismes de lutte contre la censure, l'intimidation. De discours de haine qui peuvent viser les femmes ou encore des thématiques spécifiques comme le féminisme ou la justice de genre. Il y a aussi un enjeu en termes de transformation de tout ce qui est fabrique des imaginaires sur les femmes et la place que celles-ci peuvent occuper dans toutes les sphères de la vie publique, parce que c'est une façon aussi de rendre plus dynamique, plus sensible en tout cas les communautés aux enjeux d'égalité et de montrer finalement à ces communautés que les causes défendues quand on parle de féminisme, de justice de genre, c'est des causes en fait qui engagent finalement les intérêts collectifs. Et pour finir, en termes de recommandations, je pense qu'on va juste en lister quelques-unes. La première recommandation, c'est vraiment de dire mettre en place des mesures coercitives à l'encontre des États. Et spécifiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, mettre en place des mécanismes de redevabilité des politiques publiques pour pouvoir suivre, mais également pouvoir faire l'évaluation de tout ce qui est initiative étatique en matière de lutte contre les violences sexuelles, contre les violences sexistes, mais également tout ce qui concerne les réformes institutionnelles et juridiques. Il y a aussi le fait d'agir sur les chaînes de responsabilité à l'échelle locale, en sanctionnant par exemple les institutions publiques qui manquent leur responsabilité dans la lutte contre les violences sexuelles, sexistes ou en tout cas l'application de mesures prises. Il y a aussi le fait de mettre en place des ressources juridiques qui permettent aux organisations défenseurs des droits des femmes de dénoncer, mais également de contester l'action publique lorsqu'elle marginalise les priorités des femmes. Il y a aussi le fait de créer des lignes budgétaires dédiées spécifiquement à la priorité égalité hommes-femmes. Et comme deuxième recommandation, je pense que c'est assez phare, c'est de vraiment soutenir tout ce qui est réforme juridique, réforme institutionnelle qui va mieux protéger les femmes. Par exemple, veiller à l'application des engagements pris par nos États, que ce soit au niveau régional, que ce soit aussi au niveau international. Engager aussi des réformes sur, par exemple, le Code de la famille. Je pense que c'est un aspect qui est revenu très souvent dans les contextes africains, dans les pays notamment où celui-ci comporte encore des... prévoir en cas de non-respect. Il nous semble aussi important de pouvoir créer un observatoire féministe au niveau des assemblées nationales qui va être chargé d'évaluer les lois, de faire des propositions législatives et de réaliser des audits genre des institutions publiques. Et comme troisième recommandation, il nous semble aussi important de refonder
les politiques publiques à l'aune des préoccupations sexo-spécifiques. Et comme de façon plus spécifique, ça va s'agir en fait de traiter la violence fondée sur le genre comme un enjeu de gouvernance publique et non pas comme uniquement un problème social. Mettre aussi... tout en interrogeant les effets de l'insécurité, de la stigmatisation et des attentes sociales sur leur santé physique, mentale et sociale. Comme cinquième recommandation, il nous semble aussi important d'établir des alliances qui vont être des alliances intentionnelles, intersectionnelles et aussi conscientes du pouvoir, notamment par exemple en s'alliant avec les organisations féministes afin qu'elles puissent vraiment peser sur tout ce qui est pouvoir public, décisions prises, qui va en tout cas faire rendre plus visibles les préoccupations des femmes. Il y a aussi le fait de garantir les espaces publics, qu'ils soient des espaces publics sûrs et participatifs. Première chose, c'est vraiment la condamnation de tout, avec fermeté, de tout ce qui est mouvement anti-genre, sur par exemple la tenue de propos haineux, sexistes et misogynes. Il sera mis en place des organes chargés de signaler ces formes de violence discursives, y compris celles qui se déroulent dans les espaces numériques. Il y a aussi cette nécessité à protéger l'espace civique et les personnes qui participent au débat public, en particulier quand cela concerne des thématiques stigmatisées. Dernière chose qui nous semble aussi capitale, c'est le fait de renouveler le discours sur le genre et de renforcer le travail sur les changements de narratif en introduisant par exemple les enseignements de cours d'éducation civique féministe à l'école, intégrer aussi la question du matrimoine dans les programmes scolaires. Merci beaucoup. Je pense que je n'ai pas trop empiété sur le temps, mais on va essayer d'être assez efficace. Maïmouna, j'avais envie de t'interpeller sur une question, parce que dans toute cette transformation que nous sommes en train de viser, c'est sûr que nous sommes dans une logique où on parle beaucoup de démocratie féministe. J'aimerais, si possible, que tu reviennes un peu sur cette notion de démocratie féministe, à quoi ça fait référence, en tout cas. Merci. Okay. Merci beaucoup, Awa. Bonjour tout le monde. Approche féministe. Alors, qu'est-ce que la démocratie féministe? Il me semble essentiel de partir d'abord d'un questionnement qui nous conduit à réfléchir à ce qu'elle n'est pas. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais commençons par nous poser la question de savoir ce que n'est pas une démocratie féministe. Une démocratie féministe se démarque d'une approche et d'une attitude qui réduirait la démocratie à son versant descriptif, donc une représentativité uniquement statistique. Et une telle approche arithmétique ne fait que reproduire une illusion d'égalité. Alors, l'approche féministe dénonce ce biais. La parité numérique des corps élus ne garantit ni la redistribution du pouvoir, ni la prise en compte des rapports de domination qui structurent l'expérience des femmes et des groupes minorisés. Alors, dans une perspective féministe, la question de l'égalité des sexes doit être ancrée dans le même élan et dans la même dynamique de transformation des institutions. Cela veut dire qu'une approche féministe nous conduit à articuler la transformation des institutions et la transformation des rapports sociaux de sexe. Donc, c'est un seul et même processus. Et qu'est-ce que cela implique concrètement? Je crois que cela commence par le fait d'acter la consubstantialité entre la démocratie et les droits des femmes. Ils se nourrissent mutuellement. D'où la conscience nécessaire du fait que, autant la démocratie est le seul régime capable de protéger les droits des femmes et des groupes minorisés, autant la reconnaissance concrète de ces droits, donc des droits des femmes, est le préalable au bon fonctionnement de la démocratie. Donc, ils sont vraiment interdépendants. Donc, on ne peut pas affirmer être dans une démocratie si les droits fondamentaux de la moitié de l'humanité ne sont pas garantis, respectés et protégés. Et ça, c'est une responsabilité essentielle des États. D'où la centralité de viser des politiques publiques sensibles au genre.
Et cela veut dire que les politiques publiques doivent accorder une importance d'abord aux expériences des femmes. Cela nous renvoie à tout ce questionnement autour des tâches, la division sexuelle des tâches, le fait que les tâches des femmes sont axées et valorisées uniquement dans la sphère reproductive, toutes ces problématiques autour des violences sexistes et sexuelles, autour des droits et de la santé sexuelle et reproductive des femmes. Dans une analyse féministe, le privé est politique. Ce qui se passe dans la vie privée n'est pas indépendant de ce qui se passe dans la sphère publique. Et donc, c'est dans ce paradigme-là que nous devons fonctionner. Et dans une analyse féministe, on doit pouvoir rompre avec l'idée d'une catégorie de femmes homogènes. Les femmes ne sont pas un groupe homogène. En fait, ces catégories sont plurielles. On est une femme qui est traversée par justement d'autres catégories de genre. C'est l'âge, c'est la situation socio-économique, c'est beaucoup d'autres éléments essentiels. Et ces éléments s'imbriquent et ça nous ramène à ce concept essentiel d'intersectionnalité qui nous conduit à une analyse complexe qui traduit vraiment la façon dont les différents facteurs d'inégalité interagissent et créent justement des réalités d'inégalité sociale. Alors cela implique enfin de rompre avec l'égalité formelle afin de se rapprocher d'une égalité réelle. Et cela veut dire qu'il est essentiel de renforcer et de protéger les droits des femmes et notamment de concrétiser les réformes juridiques. Nous savons toutes et tous que c'est une chose de mettre en place des textes de loi qui protègent les femmes, c'est une autre de les appliquer. Et c'est un élément essentiel à prendre en considération. Je vais m'arrêter là. Merci. Okay. Merci beaucoup, Maïmouna. Peut-être je vais passer la parole à Delors avec une question qui va concerner plus spécifiquement la dynamique du matrimoine. Justement, comment le matrimoine aujourd'hui peut éclairer cette transformation vers une démocratie féministe. Delors. Merci. Alors, je suis Delors Nesmon-Pi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis journaliste, spécialiste de l'inclusion et aussi militante féministe. C'est important d'insister là-dessus. Et donc, notre proposition, en tant que journaliste et présidente de l'ONG Opinion Éclairée, c'est de travailler sur le narratif. C'est vrai, on a beaucoup de lois et c'est ce que nous avons proposé pour le livre blanc. La question du matrimoine comme réponse justement aux préjugés sexistes, au discours sexiste dans l'espace public et même privé. Pour nous, le narratif, à travers le matrimoine, c'était un élément de langage pour changer les mentalités. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par matrimoine ? De notre point de vue, le matrimoine, c'est non seulement la valorisation des savoirs féminins ancestraux et actuels, mais aussi c'est la restitution de la contribution historique des femmes africaines en termes d'occupation de l'espace public et politique. C'est un outil de déconstruction de ces narratifs sexistes et ces narratifs, disons-le, néo-panafricanistes, défavorables, qui présentent la femme africaine qui s'émancipe comme une copie de l'Occident. Pour nous, c'est une injure, c'est une insulte à notre intelligence en tant que femme africaine. Et c'est important donc d'inclure la valorisation du matrimoine dans les politiques publiques en Afrique. Et donc cela émane de volonté politique. C'est pour cela que dans le livre blanc à remettre au chef d'État, nous insistons en tout cas sur cette question. Inclure le matrimoine dans les politiques publiques, de sorte que dans l'éducation, dans les livres d'école, à l'université et même dans des organismes de préservation de la mémoire, dans le tourisme, dans les politiques de tourisme, la question du matrimoine soit mise en avant. Pour nous, dans la dynamique aussi de parachever, on est là aussi pour cela, nous sommes au forum Africa Forward, donc pour parachever aussi la décolonisation, il est important, et ça, si je ne le dis pas, mes sœurs vont se fâcher, parce qu'elles ont insisté quand je venais ici pour prendre la parole, de régler le passif du mémoricide en intégrant justement la dimension genre dans la restitution du patrimoine.
Aujourd'hui, l'actualité au niveau des relations Afrique-France, c'est la restitution du patrimoine africain. Nous insistons pour que la dimension genre soit intégrée, de sorte que ces artefacts, les traces de nos mères soient restituées et l'histoire, ce mémoricide que nos mères ont vécu, soit corrigée pour une justice mémorielle envers les femmes et changer le narratif pour que ceux qui disent que les femmes africaines ne contribuent pas voient à travers cette mémoire restituer justement la contribution de nos mamans d'avant, comme on le dit chez nous. Alors, cette prise en compte devra s'accompagner également d'excuses publiques pour les viols commis pendant la colonisation et qui ont vu parfois la naissance des enfants métis dont les survivants sont toujours en quête identitaire. Et en le disant, ce n'est pas dans une démarche de revanche ou encore de guerre, mais dans le partenariat aujourd'hui qui se veut franc, il est important de mettre ces passifs sur la table. Pour nous, c'est important de médiatiser les voix féministes pour vulgariser le ministère de la Femme aux membres du gouvernement, justement ce document, pour que l'État de Côte d'Ivoire et même les États africains puissent prendre des politiques, des décisions responsables. Par exemple, introduire la journée du matrimoine, pourquoi pas, pour rappeler l'histoire des femmes, parce qu'on n'a aucune trace laissée par nos mères. Pourtant, elles ont fait beaucoup de choses, mais l'histoire phagocyte les femmes. À l'école primaire, on nous a dit que les femmes ont marché sur le pont de Bassam pour libérer leurs maris de prison. Et plus tard, dans le mouvement féministe, nous allons apprendre qu'elles étaient plus de 4000 femmes en train de résister pour la décolonisation et pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, leur participation politique dans l'histoire ne nous a pas été restituée. Pour nous, cette justice mémorielle va permettre de changer les narratifs et de permettre la pleine participation des femmes. Merci. Merci beaucoup, Delors. Je vais passer à ma sœur Quinta. Quinta, est-ce que tu penses que les médias ont justement un rôle à jouer dans cette dynamique de démocratie féministe? Et si oui, quel serait ce rôle? Thank you very much. My name is Quinta Mbori. I work at the Association of Media Women in Kenya, which is the national association that caters for women across the country. What we basically do is pool resources. We are a membership organization. We pool resources and networks to give visibility to issues that affect women, youth, and children. So back to your question, before I even get to respond, allow me to wish everybody a happy Mother's Day. Perhaps that is the reason why there are 5 women on the panel. So I don't know whether that is a problem or a step in the right direction, but this is some of the things that we are trying to work against when it comes to, because when you talk about gender, automatically people start thinking about women, and that is not the case. So to your answer, yes, the media have a big role to play, because media not only controls narratives, but it also shapes and sets the agenda. It mirrors society, but other than just doing the role of holding society accountable, then we also have to take it a notch higher to ensure that we are able to exemplify exactly how we want society to look. And how would we want society to look? We want a society that is balanced. So when it comes to feminist democracy, the media play a very critical role. And one of it is to try and rewrite and reshape narratives around women in leadership, to promote them as role models. I'll tell you why I even wanted to wish us a happy Mother's Day and why we are shouting about it. Because when you look at the coverage of women in leadership, or women in general, in the media, in Kenya we are talking about, globally we talk about 24% of women being seen, talked about, or heard in the news. When it comes to expert sources, we are talking about around 10%. So that already tells you that women are invisible in the media. And whenever we get an opportunity to be visible, the narratives tend to focus on how vulnerable we are or our weaknesses. Rarely does it focus on the strengths.
So media has a role to play in terms of shaping narratives, treating women as equal partners in this discussion. How do we do this? One is by sustaining the agenda of feminist democracy in our newsrooms and in our news agenda. That doesn't mean that we push aside everything that we are doing. Somebody once asked that, what do women want? My short answer is, women want everything. We want politics, we want economy, we want business, we also want lifestyle, but we will not be put at a corner so that people set the agenda for us, that we only want very light content, because that is what people believe that women will focus on. Women also want to be recognized, because what media does is media tends to associate women in leadership with their primary roles, with their marital status, with the number of children that they have, with the people they are married to. Yet, before they are women, they're actually people, they are leaders, qualified leaders. So we must rewrite and reshape this narrative to promote women as positive role models. We must engage, use data, which is very critical, because data is able to highlight issues as they are. When you have numbers, you're listened to. So we also have to generate data, which we do at the Association of Media in Kenya. We work a lot on data and information that actually informs positive outcomes, but also informs adequate intervention mechanisms. We must also sustain gender transformative reporting. And gender transformative reporting encompasses a lot, including observing ethics, gender sensitivity, coming up with solutions, and so on and so forth. When you're able to reshape these narratives, then we're able to realize that when you look at data, the participation of women in politics and governance actually has positive effect in society. So we are the ones who are losing out by misrepresenting or underrepresenting women in politics. Now, the other thing that we can do is, of course, engage in capacity building at different levels. Capacity building for journalists, because it is not automatic that when we have media professionals and journalists graduate from media training institutes, they will know how to cover feminist democracies and cover women and gender-sensitive content adequately. They have to be trained. So we also need to engage in capacity building of media professionals. We need to engage in capacity building of gatekeepers, because when you look at the makeup of editorial leadership, majority of them are men. Sadly, this is the reflection of society. It is what we are experiencing on the outside world. And unconsciously, these biases trickle into our newsrooms, and therefore, editorial content tends to sideline the gender agenda. And so we must constantly also capacity build our gatekeepers. Now, and finally, the other thing that media can do is actually leverage technology. Technology, in my opinion, is an enabler. It is that platform that can be used by women to advance their causes, to build their brands, and to reshape narratives, to give stories on their own account. Now, when we are not able to circumvent the patriarchy in the newsrooms and the very rigid structures in the newsrooms, then digital platforms becomes our leverage, and we can use it to advance it. But it comes with a lot of responsibility, and we must engage in mass digital literacy for people to understand matters around ethics and so on. Thank you. Okay. Merci beaucoup, Sister Cointer. Maintenant, passer la parole à Jackie. Jackie, on aimerait avoir ton avis sur la situation des inégalités fondées sur le genre, notamment dans des contextes de conflits comme l'Éthiopie, le Soudan, l'Ouganda du Nord. Voilà. Thank you very much. I am speaking as a young girl who has experienced war, grew up in war, and working with women and girls who have experienced war. When we speak about gender and democracy, it doesn't really exist in situations of conflict and crisis. If that is the way I should go, then allow me dive in this. Imagine a room where you're seated. Imagine yourself seated in a room right now,
and the state, the army comes in and detains you, how would you feel? Would you call it democracy? That is the situation of women and girls in Sudan and other conflict-affected areas. A week ago, I was in a meeting, and we had Sudan participants in the room as well. We were just sharing our experience, but we had army come in and detain the women. Do we call that democracy? That is the life women and girls in Sudan and other conflict-affected areas face. I feel bad. I feel annoyed when I hear the word sovereignty in countries like Uganda are using it to play power against women and girls. The lives of women and girls right now are at a risk. They will not get services they deserve because the word sovereignty has been misused. When we look at gender and democracy, but also transformation of power across the Greater Horn of Africa, what are we looking at? We are looking at reshaping political authority, governance, social relations, but also economic participation across the Greater Horn of Africa. But trust me, this is not the case for women and girls in the conflict-affected areas. Patriarchal systems and cultural systems in countries like Sudan, where patriarchy is highly embedded in these societies. Women do not have a voice up to now. When you rise up against the state, when you rise up to advocate for an issue, you will be detained. Until now, we have documented over 300 women human rights defenders who have been abducted, and out of this, only not more than 20 have been recovered. The above 200 are still missing up until now. So that is the kind of life that we have facing. We are facing as human rights defenders, but also women and girls in conflict-affected areas. Militarized politics in conflict-affected areas jeopardizes democracy for women and girls. How are we able to, or how do we enjoy gender equality in areas or in countries where everything has been militarized? You cannot get access. You need to go and get permission before you sit as women just to discuss yourselves. If you want to have a safe space conversation, I need to go and get permission from the state. How is it, again, a safe space when I am giving out details about the things that as women and girls we need to discuss inside the safe space conversation? So the militarization of everything in conflict-affected areas makes democracy hard for areas like Sudan and Ethiopia, but also still places like even northern Uganda or Uganda as a whole. From the African feminist perspective, what do we want? We usually argue as African feminists, we argue that democracy cannot succeed without transforming gender relations. My colleagues here spoke about gender relations, and that is not the reality right now. For us, patriarchal systems are still really embedded. You find that we do not have yet the voices. Very few have voices, but even as you speak, you're looking at, who is looking at me? What should I say? What should I not say? So you have to be very conscious about the transfer or power relations, what happens in the societies. So what we are advocating for as women and girls in conflict-affected areas of the Greater Horn of Africa, I must say as a whole, intersectionality when it comes to democracy, transformation, gender. We need intersectionality in conflict-affected areas. If you're speaking about decision-making, can you please include gender, ethnicity, class? The women's lived experiences in conflict and displacement cannot be ignored. We were speaking about African solidarity. How about women in
conflict-affected areas. But also, I love the fact that we were speaking about indigenous knowledge, but also Africanicity of everything in the morning. And then, like my colleagues mentioned, the feminist approaches to governance and justice. I must appreciate you for bringing that. It really works out, or it is something that will bring out the genderedness or the gender approach when you are tackling or working with women and girls in conflict-affected areas. Thank you very much. Merci beaucoup, Jackie, pour ces réactions. Merci beaucoup à toutes. Je pense que nous avons gagné 1 minute et quelques secondes. Donc, ça a été un plaisir, en tout cas, de partager avec vous ces quelques réflexions. Et on espère avoir le moment, l'occasion d'approfondir, en tout cas, ces quelques idées que nous avons mises sur la table. Merci beaucoup. Thank you, Awa and team. There will be a photo for you, so if you just kindly stand, the team will take a group photo.